Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, mercredi 19 mai 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction Tillabéri pour débuter ce journal. Des moments difficiles pour les personnes déplacées de la commune d'Anzourou, réfugiées à Tillabéri pour se mettre à l'abri des attaques de groupes terroristes. Sur le nouveau site d'accueil, ces personnes déplacées ont besoin d'être assistées. Leur cadre de vie laisse à désirer. Reportage. La première chose qui frappe l'œil à l'entrée dans l'arène de lutte de Tillabéri, c'est le nombre important d'enfants qui errent dans la cour. La deuxième, ce sont les femmes, particulièrement les jeunes filles qu'on voit partout. Toutes ces personnes vivent aujourd'hui dans des conditions très difficiles et dans une situation indescriptible. Sur ces sites, se déplacer, se débrouiller pour aménager des endroits pour se mettre à l'abri, notamment pendant cette période de forte canicule. La condition de vie de se déplacer ne laisse personne indifférent. On n'a rien fait. Les seules mesures qui ont été prises, c'est de déclarer leurs zones, comme beaucoup de zones du Niger, comme des zones rouges ou bien des zones interdites. Alors que nous sommes tous conscients que cette insécurité est en train de se généraliser. Nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, cette insécurité est en train de persister parce qu'il y a des complicités au plus haut niveau. C'est déplorable ce que nous avons. Cette situation n'est pas tenable. Je pense que le rôle de l'État, c'est de protéger les populations et leurs biens. Quand cet État-là n'est plus en mesure de le faire, je pense que l'État a failli. Ces personnes ont tout abandonné pour se réfugier à Tillabéri. Une solidarité générale s'impose pour assister ces déplacés. Je veux lancer un appel à l'endroit de mes frères nigériens. Et c'est quoi cet appel, mes chers concitoyens? Je pense qu'aujourd'hui, notre insouciance collective a atteint ses limites. Je pense que si nous avons encore un minimum de dignité, nous ne devons pas laisser nos frères ici présents dormir, comme on dit, à la belle étoile. Pour cela, moi je pense qu'il nous revient, nous autres citoyens de ce pays, de les mettre à l'abri de la chaleur, de la pluie et du vent. En plus de la forte chaleur, il va commencer à pleuvoir incessamment au Niger. Il urge donc de créer des conditions pour améliorer le cadre de vie de ces personnes déplacées qui ont les yeux fixés sur les autorités, mais aussi sur les bonnes volontés. Restons toujours sur ces sites des réfugiés, donc réfugiés de Tillabéri, donc des réfugiés qui ont reçu ce mercredi la visite d'une délégation du groupe parlementaire de l'opposition. Ils étaient partis, donc ces députés de l'opposition ont fait le déplacement aussi pour soutenir ces déplacés pendant cette période difficile. Reportage Adam Soumana et Abokar Soleil. Constater de visu les conditions d'hébergement et de vie en général des déplacés du canton d'Anzourou, tels eux les soucis ayant guidé cette délégation de l'opposition parlementaire à initier la présente visite terrain. Des populations d'une dizaine de villages du canton précité qui ont subi des exactions des groupes terroristes les ayant forcés à se déplacer sur le chef-lieu de région qui est Tillabéri, et ce dans des conditions que déplorent ces parlementaires. Aujourd'hui, dans l'enceinte de cette arène, vous avez plus de femmes et d'enfants qui ne savent plus à quel sein se vouer, qui ont un sentiment d'abandon, qui sont dans une précarité indescriptible, qu'il faut nécessairement aider. La vue de ces compatriotes qui ont été obligés de quitter leur tiroir parce qu'ils ne sont pas en sécurité, doit interpeller tout le monde. Et nous estimons qu'au niveau de l'opposition, que le vrai débat par rapport à l'insécurité, ce n'est pas des discours politiciens,
qui chaque fois ont tendance à dire que nous sommes un îlot de paix dans un ensemble de complications parce que pas un mètre carré de notre territoire est occupé. Ce discours-là est dépassé. Face à cette situation, les membres de cette délégation ne se sont pas seulement limités à la visite de compassion. Nous avons estimé nécessaire de donner l'exemple de manière symbolique. Et c'est pourquoi les députés du bloc de l'opposition sont venus ce matin avec une modeste enveloppe de 3 millions au profit des populations d'Anzourou. Un geste noble qui n'ont pas manqué de saluer les autorités coutumières de ces contrées du pays victimes du terrorisme. Cette visite nous va droit au cœur. Que Dieu les récompense pour leur geste de nous venir en aide. Que Dieu descende aussi sa paix dans tout le pays. Nous les remercions infiniment et cela prouve qu'ils sont des vrais représentants du peuple. L'opposition parlementaire a pris l'engagement de veiller à ce que des dispositions sécuritaires soient prises par qui de droit afin de permettre à ces populations sommées de regagner leur bercail dans les plus brefs délais, de vaquer à leurs occupations sans aucune crainte. Rendons-nous donc à quelques kilomètres de la ville de Tillabéri, précisément au village de Sakwara. Là-bas aussi, les personnes déplacées ont trouvé refuge dans cette localité pour se mettre aussi à l'abri des atrocités de groupes terroristes. Là-bas sur place, ils se sont pris en charge par certaines ONG. Suivez, c'est donc les explications de quelques déplacés dans cet élément de nos confrères de Kalongo. Kwaru faga kangika ilu kwara adun bonni salangi ne wai gai go koyeka a amsa te jirbi hinzu ga miska gigar ilu hunu gasa wallahi zabi fo ce ni rifata ce ga de no ilu kasa kullu dilora ni rika indili zankai yiddi sandai wala zamiri jawri here yi tabir sa kulla iri farga ha fosi kan gidan iri zai goyi gogi dili ga iri gogi sa kulla iri go bonsal iri gunu ko bu fandala ngoli yo kilika iri man ko bayan bai ka de iri go de gol ga hanganisi iri wo ka godi saje wa amma iri man bai kwara bole no iri man bai go kan ko non tono le colisée to imisa de tigri bande za igay de ba kew yan zaman nan kason le polisi kew le kwara sa kullase zaman ni da metre zulot ko le dira dum lot ko kunne gus goro mata kango wote de boy sin boy du ba ban kan jant kalima sambu sa kole te iddo kasa kole bor jere gon tok jere sinda Sur ce site de déplacés de Sakwara, nous avons une clinique mobile qui est composée d'un infirmier, d'une sage-femme, d'un psychologue. L'infirmier consulte tout ce qui est malade et la sage-femme, elle, à son tour, consulte toutes les femmes en situation de grossesse. Le psychologue, vu l'état de situation dans lequel les gens là ont eu à faire le déplacement, vu ce qui leur est arrivé sur le terrain, c'est-à-dire leur stress, etc. Donc lui il va essayer de prendre en charge tout ce qui est la question de stress, etc. etc. Halmat sojai borgol lakkal kanirano bayi ne bormi yehu dama jelbi sinise ni singi yehu amma hanna bay kan lakkal kanay bonno go boni ngono kango ben kango gora hawzo wodino wonirgo ngware kan irgo milumo kan hino ago du fondi kan asambu kan ganna lakkal kana mi yegi kay tilbe region wara
o kan ay gotonan dir boray do kati adamay zahan ni ka borado ni ka zumbu boraga ni tabi ni zur ka ku na boraga nga no borago ga kulandini agi himan da bol min lakkalo dan ka bay kan man himan da boro wo kan bonay go goro musku talita ase hanne gidira war mor bon lakkal. De Sakwara, rendons-nous à présent à Arlita, donc à ce département de la région d'Agadez. Là-bas, ce sont les organisations de la société civile nigérienne qui se mobilisent, donc qui mobilisent la population pour défendre les intérêts des habitants de cette localité après la fermeture de la mine de la Cominac. La Cominac, c'est la compagnie des mines donc minières d'Akuta. Récemment, la coordination des organisations de la société civile d'Arlita a écrit au président de la République Mohamed Bazoum pour l'interpeller sur les sujets. Précision dans cet élément. En réunissant cette population de la ville d'Arlit, la coordination des organisations de la société civile de cette localité a jugé utile d'informer cette dernière sur les conséquences de la fermeture de la mine de la Cominac le 31 mars dernier. Les organisations de la société civile d'Arlit s'inquiètent également sur la pré-fermeture de cette mine. C'est dans ce sens qu'elle a adressé une lettre au président de la République, Mohamed Bazoum, pour lui faire part des menaces qui planent sur la ville d'Arlit, mais aussi sur sa population avec la fermeture de la mine de la Cominac. Excellence, Monsieur le Président de la République, le 31 mars 2021, les opérations de fin d'exploitation de la mine de Cominac ont débuté avec la fermeture de la mine. La mine souterraine, ouverte depuis presque un demi-siècle. À partir d'avril 2021, suivront les opérations, notamment l'arrêt et le démantèlement de l'usine de traitement et les annexes industrielles. Comme aussi, vous le savez, le projet RDS, réménagement du site, a été mis en place par la direction de Cominac et Orano pour mener toutes ces opérations à terme dans les prochaines années. Les structures de la coordination de la société civile d'Arlit suivent depuis une vingtaine d'années tous les aspects de l'exploitation d'uranium au Niger. Et c'est dans cet esprit que cette phase inédite de la fermeture de la Cominac qui se déroule dans un contexte très particulier de notre pays, période électorale, a retenu notre attention au point d'en partager avec vous, Excellence, les conditions de sa mise en œuvre et les préoccupations de la population sur ces sujets. Notre pays, ayant une expérience d'un demi-siècle dans le domaine de l'exploitation minière d'uranium, exécutée par 99% des Nigériens, est dit aujourd'hui incapable de désigner un cadre nigérien apte de diriger le RDS de la Cominac. Il a fallu faire appel à un expatrié, votre prédécesseur, le président Issoufou Mamadou, initiateur de cette nigérisation réussie et sans précédent dans le domaine minier, s'en trouverait choqué en apprenant cela. À notre avis, les cadres nigériens qui ont démontré leur capacité et leur talent dans le domaine minier ont été humiliés et seule la noblesse qui les caractérise les réduit au silence. Il y a donc nécessité que cette situation cesse. Dans sa correspondance au président de la République, la coordination des organisations de la société civile d'Arlit a fait un certain nombre de propositions pour limiter les dégâts. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que les populations adhèrent à ces opérations et préparent l'avenir des autres mines, nous avons proposé aux autorités locales la mise en place d'un comité de suivi. Mais notre requête, même quel est cet aval si heurté à la volonté d'Orano de traiter le sujet à distance de quelques bureaux de Niamey et particulièrement en France. Enfin, Excellence, Monsieur le Président de la République, dans l'attente d'une prompte réaction du gouvernement face à des dysfonctionnements, nous réitérons l'assurance de notre haute considération. Nous vous remercions. Selon les structures de la société civile d'Arlit, de 1975 à 2021, quelques 70 000 tonnes d'uranium ont été extraites et vendues à un coût estimé à 3 500 milliards de francs CFA. Ainsi, après plus de 40 ans d'exploitation, la mine de la Cominac a fermé ses portes définitivement le 31 mars 2021. Une fermeture qui met en chômage quelques 800 personnes.
Retour ici à Niamey, c'est pour parler de la visite ce matin des membres du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN à l'école des mines de l'industrie et de la géologie EMIGA. L'objectif de cette visite, c'est de s'enquérir des conditions très pénibles dans lesquelles les étudiants étudient dans cette prestigieuse école qui forme des étudiants de plusieurs nationalités mais qui se trouvent être délaissés. Précision Nafissa Yahya. S'enquérir des conditions dans lesquelles vivent et étudient les étudiants de l'école des mines, de l'industrie et de la géologie EMIG depuis un certain temps, c'est le motif de cette visite des membres du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN dans les locaux de cette école de renommée internationale. Nous avons été sollicités par notre sous-section de l'EMIG pour rendre visite à nos vaillants militants qui se retrouvent dans cette grande école prestigieuse pour non seulement s'enquérir de leurs conditions sociales et académiques, mais aussi en tirer plus de profit à travers cette rencontre pour tirer la sonnette d'alarme au niveau des autorités en charge de cette école. Et nous avons sillonné l'ensemble des salles, des ateliers, et nous avons été au niveau des ateliers de mécanique, des ateliers d'extraction des mines, je ne sais pas, des traitements des minerais. Nous avons été au niveau du restaurant, nous avons été au niveau aussi des salles de dortoir. Nous avons, en grosso modo, compris que le gouvernement nigérien a délaissé cette école. Parce que la situation dans laquelle aujourd'hui se retrouvent ces étudiants, qui ne sont pas seulement des étudiants venus pour rien, mais ils ont été sélectionnés sur la base d'un profil académique basé sur l'excellence. Ces étudiants se retrouvent dans une situation cauchemardesque qui ne dit pas son nom. Une école de référence de ce genre ne doit pas quand même se retrouver dans cette situation alarmante. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec les différents camarades et nous avons compris qu'en réalité, leurs préoccupations ne sont pas prises en compte d'abord au niveau de la direction, parce qu'actuellement ils sont à réunion, ils ne sont même pas en train de vouloir recevoir le comité exécutif. Nous allons interpeller leur hiérarchie. Nous avons compris aussi qu'au niveau supérieur, au niveau du ministère des tutelles, ils ne sont pas écoutés. Et en tant que comité directeur de l'ISN, nous allons prendre nos responsabilités par rapport à cette école. Face à cette situation, le comité directeur de l'USN lance ce cri de cœur. Au-delà même de l'ISN, nous appelons tous les acteurs à prendre cette question en main et faire de cette question une question nationale. Nous profitons aussi pour appeler les médias à venir voir, parce que c'est aussi le rôle de la presse, de venir voir, s'enquérir des réelles conditions dans lesquelles se trouve cette frange importante de la population, qui sont les étudiants qui ont fait plus de 20 ans sur les bancs et qui sont sélectionnés sur la base de l'excellence de leur examen et autres. Ils ont été sélectionnés pour venir ici étudier. Mais malheureusement, ils sont venus étudier pour servir la nation, mais ils ne sont pas dotés de conditions optimales qui peuvent leur permettre d'étudier convenablement et d'aller demain servir la nation. C'est-à-dire que c'est le futur de la nation qu'on met en péril. Nous profitons de l'occasion pour appeler les acteurs de la société civile, les défenseurs des droits humains, à venir faire de cette question une question nationale, parce que ce n'est pas une question revendicative qui doit être seulement pour l'ISN une priorité, mais c'est une question qui doit interpeller l'ensemble des acteurs. Depuis 1982, l'EMIG forme des techniciens supérieurs et des ingénieurs africains dans les domaines des mines, de l'industrie et de la géologie. Cette école qui fait la fierté du Niger ne mérite-t-elle pas d'être sauvée? Le projet de gouvernance des industries extractives pour le développement local GOLD a organisé ce matin à l'hôtel Radisson Blu de Niamey un atelier sur l'analyse de la chaîne de valeur de l'artisanat nigérien et de l'identification des sites pilotes artisanaux d'encadrement. C'était en présence de nos reporters Asamaou Seydou et Ibrahim Abdou.
Analyser la chaîne de valeur de l'artisanat minier et identifier les sites pilotes artisanaux d'encadrement, tels sont entre autres objectifs visés à travers cet atelier de restitution du rapport d'études initié par le projet de gouvernance des industries extractives pour le développement local GOLD, un projet mis en œuvre par une unité de coordination de projet UCP GOLD. Le projet de gouvernance des industries extractives pour le développement local et réponse à la COVID-19 GOLD résulte d'un accord entre l'Association internationale de développement IDA et l'État du Niger signé le 14 août 2020 et mis en œuvre en mars 2021. Ce projet est mis en œuvre par une unité de coordination du projet UCP. Sa tutelle est le ministère du Plan et il comporte 3 composantes, dont la composante 2, amélioration de la gestion du secteur extractif. C'est en préparation des activités de cette composante 2 que l'étude analyse de la chaîne de valeur de l'artisanat minier et identification des sites pilotes artisanaux d'encadrement a été réalisée avec le concours des cadres du ministère des Mines à travers le comité technique de suivi de la dite étude. Cet atelier est une étape importante dans le processus de la mise en œuvre du projet GOLD au Niger. Il me plaît de vous rappeler que le Niger a sollicité et obtenu auprès de la Banque mondiale un fonds de préparation du projet PPF pour le financement des travaux préalables au démarrage du projet, notamment des études diagnostiques et analytiques pour mieux préparer les interventions du projet. La présente étude est réalisée donc dans le cadre de la préparation du projet GOLD. Ces résultats serviront à déterminer le contenu et les prochaines étapes du projet sur la formalisation et l'encadrement du secteur minier artisanal du Niger. L'expérience du Niger dans le domaine de l'exploitation minière artisanale laisse apparaître une prédominance d'intérêt pour les minéraux aurifères, avec la multiplication des sites occupant directement plus de 800 000 personnes et l'évolution dans les méthodes d'exploitation avec l'utilisation des gros engins, d'explosifs, des produits chimiques dangereux et d'extraction par galerie. Donc, ce qui explique pourquoi la plupart des études et réformes y ont été consacrées. La secrétaire générale par intérim du ministère des Mines a enfin souhaité plein succès aux travaux. Selon Mme Abdraman Fatimata, cette rencontre vaut tout son pesant d'or pour le pays engagé dans un processus de réforme du secteur de l'artisanat minier, notamment l'orpaillage depuis 2017. Le Conseil supérieur de la communication, CSC, a organisé ce matin une conférence à débat à l'endroit des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Objectif de cette conférence est d'entretenir ces étudiants sur les principales missions assignées à cette institution. Précision, Nafissatou Yahya, que nous retrouvons sur les images de Chebou Guissou. S'entretenir avec les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey sur les missions assignées au Conseil supérieur de la communication, tel est l'objectif de cette conférence initiée par ladite institution avec l'appui financier de la coopération danoise à travers l'ONG Oxfam. Nous sommes à l'université de Niamey et particulièrement à la faculté des sciences juridiques et politiques pour entretenir les étudiants sur le fonctionnement du Conseil supérieur de la communication en tant qu'institution de la République. Cette initiative a été prise par le CSC à raison du constat qu'il y a une méconnaissance des institutions de la République. Et les institutions de la République, comme vous savez, sont les éléments fondateurs de la République. Donc nous avions estimé au niveau du CSC et avec l'appui de nos partenaires, notamment donc la coopération danoise à travers Oxfam, d'initier une série de rencontres avec les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques, ensuite avec des étudiants de l'IFTIC et ceux de l'ENA pour les entretenir sur le fonctionnement du Conseil supérieur de la communication, ses attributions, sa composition. Et aujourd'hui, nous avions tenu donc 3 conférences
La première qui a porté donc sur l'historique du Conseil supérieur de la communication, donc autrement dit les circonstances dans lesquelles il a été créé par la conférence nationale, la volonté par laquelle donc il a été créé et ce qui était attendu du législateur et des citoyens de la part donc du CSC. Nous avions vu les attributions, le fonctionnement, la composition du Conseil supérieur de la communication, donc qui est en cours de mandat, et nous avions vu les modalités de saisine du Conseil supérieur de la communication. Une initiative saluée par les étudiants qui en sortent édifiés. En tant qu'étudiant en droit, je ne peux que me réjouir de cette conférence, surtout animée par les personnels même du CSC. Je dis ici, il faut rappeler ici que ici à la faculté de sciences juridiques et politiques, dès en première année, on va nous imprégner en ce qui concerne les institutions de la République. Et ici, c'est un peu plus particulier. C'est-à-dire c'est même le CSC, une institution qui va s'engager à vraiment faire un peu promouvoir les institutions ou bien promouvoir même sa propre institution. C'est-à-dire ici, informer le monde intellectuel. Parce que ici, ce n'est pas seulement à l'université Aglo-Mouni que ça fait. Ils sont partis à l'EFTIC et autres. Ils ont constaté que les gens vraiment ne connaissent pas les institutions de la République. Ou bien ils ignorent même leur existence de fois. Donc, pour ça, en tout cas, moi, en tant qu'étudiant, vraiment, je ne peux que me réjouir. À noter que cette conférence est la première de la série de conférences prévues par le CSC pour davantage édifier le public sur les missions qui lui sont assignées. L'ONG DICO, en collaboration avec la Commission des affaires féminines de l'Université Abdou-Mouni de Niamey, a organisé ce mercredi matin une conférence publique également. Elle a porté sous le thème « Place et rôle des femmes élues locales dans les nouvelles instances de décision ». Cette conférence a été suivie et résumée par nos reporters Nafissa Zakou et Nasser Sedou. Cette conférence publique sur le thème « Place et rôle des femmes élues locales dans les nouvelles instances de décision » organisée par la Commission des affaires féminines CAF de l'Université Abdou-Mouni de Niamey en collaboration avec l'ONG DICO rentre dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de la femme nigérienne célébrée le 13 mai dernier. Après avoir situé le contexte de la femme nigérienne dans la vie politique, le secrétaire général de l'ONG DICO est revenu sur l'objectif de cette activité tout en soulignant le rôle que joue l'ONG DICO pour la promotion de la femme. Cette activité marque pour nous la volonté de l'ONG. L'ONG DICO a contribué au mieux-être des femmes en démocratisant l'importance de la place et du rôle des femmes dans la vie politique ainsi que faciliter leur émancipation politique. En effet, l'ONG DICO est attentive aux différentes contraintes qui freinent l'émergence des femmes. Elle sait aussi que le développement ne peut être ni significatif ni durable si la moitié de la population est laissée pour compte. Promouvoir les droits des femmes porte et continuer de porter des fruits. Cette activité, faut-il le rappeler, s'inscrit dans une large vision que l'ONG DICO a pour accompagner les femmes et sensibiliser les hommes afin qu'ils facilitent l'accès des femmes à l'arène politique à travers le développement de plusieurs activités dont entre autres la formation des femmes sur les droits sociopolitiques, l'accompagnement de la femme à la participation politique, le plaidoyer au niveau des partis politiques, le renforcement des capacités des femmes élues locales, la communication et la mobilisation sociale autour des enjeux de la participation politique des femmes. Ce dernier, qui fait l'objet de cette rencontre, a pour objectif, d'une part, sensibiliser les camarades étudiants et étudiants sur l'importance de la place de la femme dans les instances de prise de décision. Et d'autre part, amener les étudiants, futurs leaders et cadres de demain à s'engager plus dans des structures pouvant les former en vue de faciliter leur émergence future dans la vie politique. Après le mot du secrétaire général de l'UNUN et celui de la directrice générale de la CAF, la représentante du ministère de la promotion de la femme a salué l'initiative tout en appréciant le thème de cette conférence. C'est un thème très important. Il faut se battre pour acquérir ses droits. Donc nous sommes là, la direction régionale à vos côtés.
On devrait avoir vraiment une représentativité massive dans ces instances de prise de décision. C'est l'objet pour lequel ce thème-là a été choisi. Donc je vous exhorte à bien écouter, à poser des questions et puis à donner le meilleur de nous. Durant donc toute une journée, les étudiants seront édifiés et clarifiés sur la place et rôle des femmes élues locales dans les nouvelles instances de décision par Madame Haïdara Haja Aïssata Amadou, présidente de l'ONG Zankafaba. Autre aspect de cette édition, Nafisa Zakou, retour au bercail des pèlerins du consortium d'agences de voyage, agence Saouki Voyage, Ambali Voyage et Betul Salam. Ils sont revenus au Niger le lundi dernier après avoir passé 2 semaines en Arabie Saoudite pour les rites de la Umrah Ramadan. Précision dans cet élément. Après avoir effectué la grande prière de la fête du Ramadan dans la sainte mosquée de la Mecque, les pèlerins du consortium Ambali Voyage, Agence Saouki et Beitul Islam ont fait leur valise pour le retour à la maison le dimanche 16 mai 2021. Ils sont une centaine à s'apprêter pour ce vol retour. L'agence de convoyage aussi. Les bus sont là, les responsables des agences de convoyage aussi. L'honorable Bachir Harouna Ambali de Ambali Voyage et Cheikh Abbas Ibrahim de l'agence Saouki veillent au grain pour que tout se passe bien. Ranar farin ciki ne, ranar murna ce, saboda mun san cewa yau ne group ɗinmu babba zai tafi bayan mun samu group karami wanda ya rage tafi, to yau shine group babba wanda za isa a Nyamai. Alhazai sun yi umara cikin kwanciyar hankali, cikin tsanaki, cikin kwanciyar hankali, kuma abun da ya kawo su sun same shi. Muna fata Allah subhanahu wataala ya karba. Alhazai sun ba mu haɗin kai, saboda haka an yi cikin sa'a da wadata da yilwa, kuma muna fata Allah subhanahu wataala ya karba muna, kamar da kuka san cewa Sauki Voyage, Ambali Voyage, Baitul Islam da Rauda su suka haɗu suka tsara wannan aikin umara. Justement, le partenaire Rauda est aussi satisfait du travail abattu par le consortium d'agences. On ne peut que dire merci encore une fois de plus au bon Dieu de nous avoir donné ces anciens, nos grands frères, nos parents qui sont en Ambali Voyage, Saouki Voyage et Beitul Islam. Car c'est des agences qui ont l'expérience de la Umrah et du Hajj. Nous ne pouvons que leur dire merci. Mais la satisfaction des pèlerins est sans doute la plus vive, la plus importante, et ils ne s'en cachent pas, loin s'en faut. Nous avons eu un séjour excellent. On a été accueillis dans des hôtels confortables, et ce qui a favorisé donc tout le reste, les prières, etc. Donc, concrètement, on a passé beaucoup de temps à la mosquée, beaucoup de temps à prier, puisqu'on est venu que pour ça. On va passer tout le temps à la mosquée, aussi bien à Médine qu'à la Mecque. Aujourd'hui, on est en train de repartir donc vraiment dans un esprit apaisé. Moi, j'ai fait le Hajj, donc je compare, je vais dire, là où j'étais logé à cette fois-ci. C'est très bien, vraiment. On était à 5 minutes à pied du haram, donc quelque chose qui est très bien. Et puis l'hôtel était confortable, donc là également, vraiment, c'était très bien. Donc on les remercie beaucoup. Umara, alhamdulillah. Abin da mun ka gani ma vraiment ya wuce abin da muke zato, dan can gida abin da ake gaya muna ba haka ne ba, kuma alhamdulillah, kuma masu agence vraiment alhamdulillah sun kama hotel mai kyawu, abinci mai kyawu, kuma kusa ga harami babu matsalar komai sai godiya. Il y a de quoi être satisfait en effet lorsque les premiers responsables des agences ne lésinent pas sur leur énergie pour que tout se passe dans le meilleur des mondes possibles. Chacun de son côté, l'honorable Bachir Harouna Ambali et Cheikh Abbas Ibrahim montent à bord des bus pour les derniers réglages et souhaiter bon voyage aux pèlerins pendant qu'un repas à emporter est gratuitement distribué aux voyageurs.
Pourtant, ce n'est pas le moment de l'au revoir, puisque les deux leaders vont accompagner les pèlerins jusqu'à l'aéroport de Jeddah. Là, ils les aident à remplir les formalités aéroportières avant de retourner à la Mecque en attendant le départ des autres pèlerins prévus les 19 et 22 mai 2021. Après une escale à Addis Abeba, en Éthiopie, les pèlerins du consortium Agence Sauki, Ambali Voyage et Beitul Islam ont atterri à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey le lundi 17 mai 2021 à 13h30, soit une demi-heure d'avance sur l'heure prévue pour l'atterrissage. Et ça, c'est plus que de la ponctualité. Un mot de la culture dans ce journal. La conférence, c'est pour parler de la conférence de presse hier soir au Grand Auditorium du Centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Roch de Niamey. Une conférence de presse entrant dans le cadre de la 3e édition du festival Rire à Niamey, un festival qui accueille des grands noms de l'humour à l'image de Adama Daiko de la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas, Abdrazak Hamidou Léo? La présente conférence de presse se tient en prélude à la tenue à Niamey de la 3e édition du festival d'humour Rire à Niamey. Le rire est thérapeutique et ces rencontres internationales du rire sont là pour soigner. Rire à Niamey, c'est les rencontres internationales de Rire à Niamey. Nous sommes aujourd'hui à la 3e édition après avoir vécu des très belles expériences pendant les 2 premières éditions. Ce festival a été créé dans le but de permettre aux jeunes Nigériens de se former et de créer un cadre d'échange et de rencontre entre artistes humoristes au-delà des frontières nigériennes. Alors, Rire à Niamey, depuis sa création à aujourd'hui, nous pouvons le dire haut et fort que Rire à Niamey est le cordon ombilical de l'humour moderne nigérien. C'est grâce à Rire à Niamey qu'aujourd'hui on parle du stand-up au Niger, de l'industrie du stand-up au Niger, qui aujourd'hui on est sûr que ça s'est installé. Rien que cette semaine qui vient de se couler, on a vécu au moins 4 spectacles d'humour. Si le spectacle d'humour coûte 10 000 francs, alors l'humour s'est bien installé au Niger. Et je pense qu'aujourd'hui, nul ne peut dire que l'humour stand-up n'existe plus au Niger. Et ça, on le doit à beaucoup de personnes qui sont là dans l'ombre, qui travaillent. Pour cette 3e édition, Rire à Niamey accueille de grands noms de l'humour en Afrique, mais aussi de jeunes talents. J'ai accepté de venir partager ma petite expérience avec mes amis, mes frères, parce que je crois en une Afrique qui peut aussi solutionner ses problèmes à travers des compétences, je veux dire, sur place. Le Niger, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. J'avoue que la première fois que je suis monté dans un avion pour quitter la Côte d'Ivoire, la destination c'était Niamey. J'avais été invité par une radio de la place, à l'époque Ténéré FM, avec M. Habib, voilà. Et puis les médias aussi, à cette époque, m'avaient accompagné l'événement. Et depuis ce temps, je ne fais que voyager en avion. Donc c'est le Niger qui m'a porté bonheur. La première fois, je suis sorti du Burkina pour un spectacle, c'est le Niger. De toute façon, le Niger a porté bonheur et une chance au pays. J'espère que aussi ça va porter bonheur aussi. Un programme alléchant et très riche. Le Niger, c'est un bon pays, c'est un pays qui est attaché à sa culture. Et je vous dis merci de pouvoir cela. Alors, nous sommes là, c'est vrai, pour former, mais je pense aussi pour apprendre. Parce que c'est un domaine, la culture c'est un domaine assez complexe, il faut que ce domaine soit structuré, il faut que ce domaine ait des articulations cohérentes, parce que chaque pays a le droit de vendre sa culture. Rire à Niamey, acte 3, c'est du 17 au 22 mai 2021, et le spectacle de clôture avec notamment Adama Daiko aura lieu au CCFN le samedi 22 mai à partir de 20h. Un rendez-vous donc à ne pas rater, n'est-ce pas, Abdrazak Hamidou Léo? Notre rendez-vous hebdomadaire à présent, la chronique juridique. Cette semaine, nous nous sommes intéressés au thème
portant sur la répression des crimes de guerre, un thème développé par Alfred Emmanuel, il est juriste, également président du Raza Press. Très bonne réception. Aujourd'hui, nous abordons un autre thème sur la répression des crimes de guerre. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par répression? Alors, le terme répression désigne généralement l'adoption des dispositions législatives et des mesures administratives et judiciaires nécessaires pour prévenir et sanctionner les violations de droits. Vous savez, en période de conflit armé, les différentes parties au conflit violent souvent les lois et coutumes de la guerre, ce qu'on appelle les crimes de guerre. Le droit international humanitaire, à travers les conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels, organise de la façon dont le conflit doit se mener. À défaut d'interdire la guerre, le droit international humanitaire intervient pour l'humaniser en créant des garde-fous. Voilà comment la guerre doit se faire, voilà qui il faut toucher, voilà qui il ne faut pas toucher, les biens qu'on doit toucher, les biens qu'on ne doit pas toucher. C'est une façon d'humaniser la guerre. Mais force est de constater que sur le théâtre des hostilités ou sur le champ de bataille, les parties au conflit sont appelées souvent à violer les règles du droit international humanitaire. C'est pourquoi les conventions de Genève ont prévu des mécanismes de répression. Vous avez l'adoption du statut de Rome, le statut de la Cour pénale internationale, qui prévoit un certain nombre d'infractions, qui prévoit la répression des crimes de guerre et qui peuvent être poursuivis au niveau de certaines juridictions. Donc, s'agissant, comme je l'ai dit, de la répression, elle désigne cette volonté, elle désigne cet ensemble de textes ou de dispositions législatives et des mesures administratives et judiciaires en vue de prévenir ou de sanctionner les violations de ces règles garantissant ou organisant la guerre. Alors, s'agissant cette fois-ci de la notion de crime de guerre, il s'agit des infractions graves ou de violations graves contre le droit international humanitaire. Différents crimes contre l'humanité ou crimes de génocide qui sont des violations contre les droits de l'homme peuvent être commis par les parties sur le théâtre des hostilités. Ces crimes qui sont commis dans ce contexte-là, dans le contexte de conflit armé, sont soit dirigés contre des personnes ou des biens qui sont protégés par le droit international humanitaire. Les conventions de Genève, les 4 conventions de Genève et le protocole additionnel cité tantôt, interdisent par exemple de toucher les lieux de culte. Les lieux de culte par vocation sont des biens civils qui ne doivent pas être touchés. Les écoles, les hôpitaux sont des biens civils qui ne doivent pas être touchés. Donc vous voyez qu'en prenant pour cible les lieux de culte, les écoles, les hôpitaux, les ponts, les canaux d'eau, etc., là, la partie à l'origine de ces violations-là commet ce qu'on appelle les crimes de guerre. C'est un crime de guerre, puisque c'est des biens protégés. Alors, ces crimes sont dirigés vers des individus ou vers des biens. Quand vous touchez, par exemple, des populations civiles qui ne prennent pas part au conflit, vous commettez des crimes de guerre, puisque les conventions en droit international humanitaire ont interdit de s'en prendre aux personnes qui n'y participent pas. C'est pourquoi, par définition, le droit international humanitaire, c'est cet ensemble de règles qui a pour vocation de protéger les personnes qui ne participent pas ou qui, avant participé, mais ont cessé de participer au conflit. La deuxième composante, c'est que ces violations peuvent être dirigées contre des biens, tels que les écoles, tels que les hôpitaux, tels que les canaux d'eau, et tout ce qui est vital à la survie des populations. Il y a un certain nombre d'obligations qui incombent à l'État dans ce contexte. Mais vous pouvez constater que parmi ces crimes
On a les crimes contre l'humanité, on a les crimes de génocide, par exemple l'intention de tuer à grande échelle, le meurtre, le génocide de toute une partie de la population. C'est des crimes contre l'humanité, c'est des crimes qui sont commis, c'est des génocides, des crimes de génocide. Donc ces crimes sont de la compétence des juridictions internationales telles que la Cour pénale internationale, par exemple. Donc je disais qu'il y a des obligations qui incombent aux États, puisque ce sont les États qui sont partis aux conventions de Genève, qui garantissent la protection des populations civiles ou qui décrivent les lois et les coutumes de la guerre. La première obligation, donc l'État doit se doter d'une législation nationale qui interdise et qui réprime les infractions graves, soit en adoptant une loi distincte à cet effet, soit en amendant des lois existantes. Déjà, comme nous l'avons dit, au Niger, par exemple, l'État du Niger est parti aux conventions de Genève. Ouais. Donc, l'État a cette obligation, soit d'adopter des lois nouvelles allant dans ce sens, ou bien d'harmoniser les anciennes législations dans ce sens. La deuxième obligation qui incombe à l'État, c'est de rechercher et poursuivre les responsables présumés d'infractions graves au droit international humanitaire. Il doit les déférer devant ces tribunaux ou les extrader pour qu'ils soient jugés devant un autre État. Souvent en cas de manque de volonté politique, puisqu'il peut arriver des cas dans certains pays ou dans certains États qu'il n'y ait pas cette volonté politique de pouvoir poursuivre les auteurs des violations. Donc c'est en ce sens que la Cour pénale internationale peut se substituer aux juridictions nationales pour pouvoir poursuivre les auteurs de ces infractions. La troisième obligation qui incombe à l'État, c'est qu'il doit se charger, ou bien qu'il doit charger, disons, ses commandants militaires de cesser et de prendre des mesures à l'encontre des personnes placées sous leur autorité qui se rendent coupables de telles infractions. L'État doit encore donner plus attirer plus l'attention des commandants militaires afin qu'ils contrôlent ou bien qu'ils attirent l'attention des hommes sur le terrain pour qu'ils puissent respecter et faire respecter ces lois et coutumes de la guerre. Quatrièmement, l'obligation qui incombe à l'État, c'est les États doivent s'accorder à travers une entrade judiciaire dans toute procédure relative à des infractions graves et à la coopération bilatérale en matière judiciaire. Les États doivent coopérer afin de pouvoir s'entraider et que les auteurs de ces crimes soient poursuivis. Donc, je vais vous donner ici quelques exemples d'infractions graves aux conventions de Genève. Vous avez, par exemple, le retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils. Vous avez les pratiques de l'apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes fondées sur les discriminations raciales qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle. Le fait de diriger des attaques contre des monuments historiques, les œuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples. Le fait de priver une personne protégée par les conventions de Genève ou par le protocole additionnel 1 de son droit d'être jugé régulièrement ou impartialement. Vous voyez, donc il s'agit ici d'autant d'infractions. Par exemple, le fait de soumettre également une personne à une attaque en la sachant hors de combat. Le fait d'utiliser perfidement le signe distinctif de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou tout autre signe protecteur reconnu. Le transfert par la puissance occupante d'une partie de la population civile dans le territoire ou la déportation, etc. Donc, en fait, le fait déjà de transférer une partie de la population sous protection dans un autre territoire, surtout la population civile, le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire. Donc, ici, il s'agit d'autant de violations du droit international humanitaire que les parties peuvent commettre. Maintenant, ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est que quand ces violations sont commises, il revient soit, comme je l'ai dit tantôt, à l'État de poursuivre les auteurs, et s'il n'y a pas cette volonté politique de l'État, il revient effectivement à la Cour pénale internationale, à travers le statut de Rome, de poursuivre les auteurs. Mais les États aussi, entre eux, ont cette coopération ou cette entraide judiciaire afin de
pouvoir s'entraider mutuellement et de poursuivre les auteurs des différentes violations. Malheureusement, on constate un peu partout sur le champ de bataille, sur le théâtre des opérations, les violations graves du droit international humanitaire. Je pense qu'il faut continuer la sensibilisation. C'est pourquoi nous avons, à travers le Razapresse DIH-DH, qui est cette organisation que nous dirigeons depuis 2014, qui œuvre dans la diffusion du droit international humanitaire. Nous avons des actions de sensibilisation, nous avons des actions de formation dans le sens de former non seulement les forces de défense et de sécurité dans la maîtrise du droit international humanitaire, des ateliers de renforcement de capacité des FDS, mais aussi les populations civiles de manière générale, afin qu'elles comprennent le droit international humanitaire. Et cela, c'est dans l'optique de prévenir. C'est ça la prévention. Mais sur le théâtre, parce qu'une fois que le message est passé, la formation, la sensibilisation est faite, nous pensons que sur le théâtre des hostilités, eh bien, les parties au conflit vont intégrer la dimension du droit international humanitaire et cela va aider à réduire considérablement la violation des droits des parties sur le théâtre des hostilités. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur la répression des infractions et crimes de guerre.